Imane Marifi est infirmière. Elle s'est rendue en Palestine en février dernier avec l'association Palmed. Elle avait ensuite témoigné à son retour à l'Assemblée nationale de la situation dramatique dans les hôpitaux à Gaza et de tout ce qu'elle y a vu. Les enfants, la situation des Palestiniens sur place. Jeudi 5 septembre, Imane a été placée en garde à vue dans le commissariat du 8e arrondissement de Paris. Elle a été accusée d'avoir proféré des menaces de mort et des insultes lors d'un appel passé contre la tenue d'un salon de l'immobilier sur les territoires palestiniens occupés. Aujourd'hui, je suis avec Imane. Bonjour Imane. Bonjour Amina. Première question, est-ce que ça va ? Écoutez, ça va. Un petit peu perturbée par un peu tout ce qui se passe et surtout par la vague de soutien aussi que j'ai reçue, mais ça va. Et donc hier, la police est venue t'interpeller à ton domicile à 7h30. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Donc tu étais avec tes enfants oui. Et de ce que j'ai cru comprendre, tu as aussi pris ta journée pour la rentrée de ta fille qui est rentrée en 6e. Exact. En fait, moi je travaille les jeudis. Normalement, mes jours de repos sont le mardi et j'avais échangé avec ma remplaçante pour être disponible ce jour-là pour l'accompagner pour ce tournant dans sa vie qui est l'entrée au collège, sachant que ma fille est hypersensible, donc elle avait besoin que je sois là avec elle à ce moment-là et le projet a été un peu avorté puisque à 7h30, elle est montée en cours en me disant « Maman, il y a des gens devant la maison » et je suis descendue voir par le Judas, effectivement, il y avait plusieurs policiers. Moi, je pensais qu'il n'y avait que ceux qui étaient à la maison, mais en fait, mon mari m'a dit non, mais t'as pas vu, mais il y avait aussi une autre voiture dehors, donc il y a quasiment une quinzaine de policiers qui sont venus dans ma rue et qui étaient à la maison aussi. Donc ils m'ont tout de suite, j'ai ouvert la porte, ils m'ont demandé qui j'étais, de confirmer mon identité et ils m'ont signifié mon placement en garde à vue. Et j'imagine que tu n'avais aucune idée de pourquoi en fait ils étaient venus et du fait aussi qu'ils allaient potentiellement venir à ton domicile. J'avais aucune idée, j'étais vraiment choquée. En fait, c'est vraiment une espèce de vague d'adrénaline qui monte d'un coup, de stress avec forcément des effets somatiques, des tremblements, des sueurs. J'ai vraiment eu des symptômes physiques du stress en fait, c'est ça, du stress intense. Et ensuite, quand ils m'ont dit pourquoi, le stress est vraiment redescendu, alors pas forcément à un niveau 0, mais en tout cas il est redescendu de sorte à ce que je puisse être un peu plus consciente des choses et à pouvoir répondre de manière plus posée, sans l'émotion. Donc, parce que je savais que j'avais rien fait et surtout je me suis assez rapidement souvenue que j'avais enregistré l'appel. Donc c'est ce qui m'a tout de suite tranquillisée. Mais pas trop, parce que je me suis dit, des fois, si on cherche un peu la petite bête, je sais pas ce qu'on pourrait me mettre sur le dos, je sais pas, j'ai eu peur qu'on puisse ajouter autre chose, sortir quelque chose de son contexte, je sais pas, mais de toute façon, tant que c'était pas fini, j'étais pas tranquille. Et tu parles d'un appel, donc en fait, tu as passé un coup de fil à la responsable justement des salons Hoche. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour ceux qui n'auraient pas suivi ? En fait, j'ai reçu plusieurs fois un flyer qui relatait la tenue d'un salon de l'immobilier israélien qui allait être tenu ce dimanche 8 septembre au salon Hoche, avenue Hoche à Paris. Et en fait, ayant déjà été dans ce salon pour un autre événement par le passé, je m'étais souvenue avoir rencontré l'une des responsables, je lui avais fait un compliment sur le lieu que je trouvais vraiment très beau, le salon est très beau, et que je me souviens de lui avoir dit de l'extérieur, on ne s'attend pas à quelque chose d'aussi grand derrière, parce que c'est vraiment juste une grande baie vitrée. Et voilà, et puis elle avait été réceptive à mon compliment. Je ne sais plus de ce qu'on avait échangé, mais vraiment des politesses. Et je m'étais souvenue que le contact était bon. Je me suis dit que j'allais la rappeler. Et lors de mon premier appel, je ne savais pas encore qu'au téléphone, je n'avais pas la responsable en ligne directement. Je m'étais présentée. Je lui avais dit qui j'étais, que j'étais déjà venue et que ces salons étaient très beaux. Et elle m'avait dit, bon, rappelez plus tard. Ah, vous n'êtes pas la responsable ? Elle m'a dit non, elle sera là en fin de matinée. Donc quand j'ai rappelé une seconde fois, là, je pense être tombée sur la responsable puisque j'ai su qu'elle avait porté plainte contre moi. Et je lui ai juste expliqué que je lui ai dit, je vous appelle juste pour m'assurer que vous savez ce que vous recevez ce dimanche. Et l'enjeu qu'il y a derrière, c'est pas juste un local que vous louez. Il faut que vous sachiez ce qui se joue là, en fait. Que c'est une vente de terres colonisées, qu'il y a un apartheid qui est reconnu par la Cour internationale de justice et que la France, je lui ai répété, s'est rangée du côté de cette décision. Donc c'est important de le savoir parce qu'il y a des procédures qui sont en cours et que peut-être un jour vous serez inquiété d'avoir participé à ça au niveau de la justice.
Et en fait, moi, j'ai continué de parler, mais je n'avais même pas remarqué qu'elle avait raccroché au nez. C'est ma fille qui était à côté qui m'a dit « Mais maman, elle a raccroché ». Donc je ne savais même pas à quel moment, est-ce qu'elle a écouté, est-ce qu'elle n'a pas entendu. Je ne sais même pas, honnêtement. Et tu as eu le réflexe en fait, d'enregistrer. D'ailleurs, cet audio, on ne peut pas le diffuser parce que, voilà, selon la loi et ton avocat, donc te l'a dit, on n'a pas le droit de le diffuser. Et pourquoi en fait, tu as eu aussi ce réflexe de te dire je vais enregistrer cette conversation ? Est-ce que tu as senti que ça pouvait peut-être te porter préjudice ? Franchement, je ne sais pas pourquoi je l'ai enregistré avant. Et puis dans les quelques secondes avant, je pense que je me suis dit que ça pouvait me servir en fait au cas où on me disait... En fait, j'ai imaginé que peut-être d'autres allaient avoir la même idée que moi, que peut-être d'autres allaient faire quelque chose de plus répréhensible que moi, je sais pas. Et je me suis dit que j'enregistrerais pour qu'on puisse savoir ce que j'ai fait en fait et que j'avais rien fait de mal finalement. J'ai rien fait de mal. C'était vraiment, il n'y avait aucune méchanceté, j'étais pas du tout agressive. Même les policiers ont remarqué que c'était même elle qui était assez agressive, qui coupait la parole, qui me laissait pas vraiment parler. Oui, et puis elle avait un petit peu ce ton. Et je lui disais, non, mais et vous êtes qui ? Je lui dis, moi, je suis juste un être humain. Je lui dis, je vous dis juste une information, en fait. Il n'y a rien d'autre derrière. Voilà, j'ai eu ce réflexe. Je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais aujourd'hui, je me dis que je dois avoir une bonne étoile parce que voilà, c'est vraiment ce qui m'a sauvée hier, je pense. Et donc la police est venue chez toi. Ouais. Et justement, qu'est-ce qu'ils t'ont dit sur les raisons pour lesquelles en fait, ils t'emmenaient au commissariat ? Ils m'ont dit qu'il y a eu des menaces de mort émises à l'encontre des salons, que quelqu'un aurait dit on va venir dimanche chez toi et on fera un Bataclan. Ce qui est extrêmement grave si ça a été dit effectivement. J'ai plusieurs versions des policiers puisqu'il y avait une autre personne avec moi en garde à vue, donc je ne sais pas trop exactement finalement ce qui est vrai. Il y a une version que moi on m'a donnée, il y aurait eu 5 numéros de téléphone puisqu'il y en a 4 autres qui ont été recherchés dans mon téléphone, qui auraient appelé et auraient eu un discours menaçant, donc dont mon numéro. Et à l'autre personne gardée à vue, on lui a dit que non, qu'il y a eu 300 appels malveillants. Et en fait, ils sont au début de l'enquête. Ils ont commencé par des gardes à vue avec les premiers numéros qui ont réitéré les appels. Mais elle atteste qu'elle a appelé qu'une fois. D'accord. Donc, j'arrive pas encore à bien étayer et essayer un petit peu de comprendre ce qui s'est passé. Moi, il m'a pas été dit. Moi, ils m'ont parlé de 20 appels malveillants et 5 numéros menaçants. Et à ma co-gardée à vue, ils lui ont dit 300 appels malveillants et qu'ils vont aller chez tout le monde, toutes les personnes qui ont appelé. Mais ils m'ont aussi expliqué qu'ils n'ont été que chez les personnes qui ont réitéré l'appel. D'accord. Parce qu'ils m'ont expliqué qu'une menace de mort n'est pas répréhensible, mais une menace de mort réitérée l'est. Donc ils m'ont dit avec ces mots-là, si je te dis « tu vas mourir », c'est pas répréhensible, mais si je te dis « tu vas mourir », là c'est répréhensible. Et ça correspond pas à ma co-gardée à vue, puisqu'elle a appelé qu'une fois, c'est dans ses relevés. Enfin, je veux dire, on peut pas faire autrement. Est-ce que tu t'es demandé aussi si c'était lié au fait que tu étais partie à Gaza et du fait que tu sois médiatisée depuis ? Alors, en fait, il s'est passé plusieurs choses dans ma tête, puisque j'ai été auditionnée. Il y a déjà le trajet, où j'ai déjà des éléments, parce que le trajet a été très long, j'habite loin par rapport au commissariat du 8e. Donc, il y a eu le trajet où j'ai des petites bribes ou des éléments de réponse c'était différent de ce que j'ai eu pendant mon audition. Et ensuite, c'était encore totalement différent de ce que j'ai eu quand ma co-gardée à vue est revenue dans la cellule où nous étions. Et on a un peu débriefé. Donc, il y a eu plusieurs choses. Quand on me dit qu'il y a 5 numéros de téléphone qui sont relevés, je me dis que c'est pas moi qui suis visée, qu'il y a 5 numéros. Pourquoi elle a relevé le mien, je ne sais pas. Moi, je suis droite dans mes baskets, je suis sûre de ce que j'ai dit, donc sur ça, il n'y a pas de souci. Mais quand ma co-détenue, co-gardée à vue, oui. pardon, est revenue et qu'elle m'a dit 300 appels, là, par contre, je me suis posé la question. Oui, sur les versions en fait, qui différaient entre toi et la personne qui était gardée à vue également. Exactement, sur ça. Et puis sur le fait qu'il y a 300 appels, pourquoi moi ? Je veux dire, j'ai un appel qui dure quelques secondes puisqu'elle a raccroché. J'ai l'enregistrement. Est-ce que sur 300 personnes, est-ce qu'ils vont faire des gardes à vue et aller chez les 300 personnes ? Oui, à leur domicile et pas les convoquer. Moi, sincèrement, connaissant ma droiture, par exemple, je sais qu'ils ne me connaissent pas, mais
Enfin, ils auraient pu me convoquer, j'y serais allée. Enfin, c'est grave. Si ce que déclare cette dame est réel, oui, c'est totalement grave d'appeler quelqu'un et de lui dire on va vous faire un Bataclan. Enfin, sur ça, il n'y a pas de sujet, hein, vraiment. Mais est-ce que ça mérite qu'en moins de 36 heures plus tard, on aille chez quelqu'un avec 15 personnes, 7 heures du matin, devant ses enfants. Enfin, moi, j'ai ma fille de 3 ans qui prenait son petit... Enfin, entre-temps, mon mari l'a mise au petit déjeuner dans la cuisine. Il était avec elle, ils ont fait sortir mon mari pour qu'elle prenne son petit déj en présence d'un policier. Ça, moi, je l'ai su qu'après. J'ai pas su tout ça quand je suis partie. Donc, ça m'a profondément choquée et blessée que ma fille de 3 ans ait pris un petit déj avec un policier. Alors, mon mari m'a dit, j'étais dans le salon, j'entendais, il essayait de lui parler... Ça changerait au fait qu'il a une tenue de policier, qu'il a une arme, qu'il a le... C'est traumatisant pour des enfants. Mais c'est hyper traumatisant. Enfin, il va falloir beaucoup de discussions, etc., de sorties, de penser à autre chose. Alors, j'ai de la chance. J'ai des filles qui sont un peu dans un monde enchanté de base. Elles sont un petit peu... on dit de mes filles qu'elles sont perchées, pour parler un peu de manière un peu familière, et je m'en excuse. Mais parce que c'est vrai qu'elles sont un peu sur la lune. Elles sont un peu dans un environnement un peu de... Voilà, on rit souvent, on joue beaucoup, etc. Donc, c'est vrai qu'elles ne sont pas très attachées à la réalité. Voilà, je ne sais pas si je peux dire si c'est assez explicite. Mais ça n'enlève rien quand même en fait, à ce qu'ils ont, au choc, on va dire, de ce qu'elles ont vu finalement. Et aujourd'hui, est-ce qu'elles vont bien? Est-ce qu'elles en ont reparlé depuis que t'es sortie hier? C'était vers les coups de 17h. 17h30, exactement. Alors, j'ai mon mari qui a pu parler à la plus petite en lui disant « Maman, on va aller faire un petit voyage ». Je crois qu'il lui a dit parce qu'il ne savait pas à ce moment-là si j'allais sortir ou pas, combien de temps ça allait durer. Il lui a dit « C'est un petit voyage ». C'est des gens qui travaillent avec elle. Donc, elle, 3 ans, elle l'a compris, mais... Elle sait aussi ce que c'est que la police. Enfin, moi, je veux dire, je lui fais beaucoup peur avec la police. Si elle ne veut pas s'attacher, je lui dis la police va nous arrêter. Donc, elle sait que la police peut nous arrêter et nous mettre en prison. Mais j'aurais jamais imaginé qu'il fallait que je la protège de finalement ce que je lui disais. C'est plus pour la grande qu'il va falloir beaucoup de discussions parce qu'elle comprend. Elle comprend quand même ce qui s'est passé, l'enjeu. Elle sait que c'est en rapport avec mon engagement pour la Palestine. Et je ne voudrais pas qu'elle prenne en grippe la cause palestinienne. Ça me ferait énormément mal au cœur. D'ailleurs, elle t'a même dit pourquoi est-ce qu'ils ne m'ont pas emmenée pour témoigner. Oui. En fait, il faut savoir que quand j'ai passé ce coup de fil, elle était à côté de moi. Donc, déjà, je suis infirmière humanitaire. Je suis spécialisée en réanimation. Je pense que c'est une spécialité, quand on l'a fait, c'est qu'on est attaché à la vie, en fait. C'est vraiment nous qui intervenons quand il n'y a presque plus d'espoir pour les réanimations. Donc, j'irai pas menacer de mort alors que je travaille pour la vie. Déjà, c'est important de le dire. Et encore moins en présence de ma fille. Donc, ma fille était là. Je lui ai rappelé, je lui ai dit, tu étais là. Donc, t'inquiète pas, t'as bien vu que j'ai rien fait de mal. Je vais aller expliquer, ils ont besoin de leur ordinateur, je vais aller leur expliquer que j'ai rien fait de mal et je vais rentrer rapidement. Et elle m'a dit, je peux pas venir avec toi pour leur dire que j'étais là. Je dis, alors non, tu vas aller faire ta rentrée en 6e. Mais elle était hyper... Enfin, je pense que ça l'a beaucoup marqué que je sois pas là avec elle. Ce jour-là, on est très fusionnels. Donc... je pense que ça va être compliqué pour elle et il va falloir que je travaille beaucoup sur... la faire oublier, je suis pas sûre, mais en tout cas la faire passer à autre chose. Et la rassurer, oui. Oui. Et justement, comment est-ce que c'est passé ta garde à vue? Parce que du coup, elle a été classée sans suite. Oui. Ça aussi, c'est important de le dire. Oui, c'est classé sans suite. L'enquête est finie. On s'est expliqué. Je suis très contente qu'il y ait eu l'enregistrement, pour être honnête. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu ce qui t'a sauvé ou du moins écourté peut-être l'enquête ou Je crois sincèrement, Minet, que j'ai même pas envie de me mettre dans la tête ce qui aurait pu m'arriver ou arriver à la personne qui était avec moi si je n'avais pas eu ça. Je crois que je veux même pas essayer de l'imaginer parce que je sais à quel point il peut y avoir un emballement. Je sais à quel point ça peut aller très très loin. Surtout sur ce sujet-là. Sur ce sujet, ça peut aller très loin. Je sais que, voilà, là en ce moment, on a lancé par exemple une initiative qui s'appelle le Drapeau de la Libération. On a fait passer un drapeau de main en main à travers toute la France. Et à Montpellier, on s'est retrouvés au tribunal pour ça. Pour un drapeau qui passe de main en main. C'est une initiative solidaire, unitaire, qu'on a voulu pour aussi visibiliser le drapeau, mais aussi dénoncer un peu ce qui se passe. Donc, on est quand même dans un pays de la liberté d'expression, avec la France qui est censée, qui appelle au cessez-le-feu. Donc, il y a des paroles, hein. Les actes, c'est autre chose. Mais
qui se range derrière une décision de justice. Donc on pourrait se dire, bon, la France se positionne plutôt pour un cessez-le-feu sur un peuple qui actuellement est en train de subir quelque chose qu'on pourrait apparenter à un nettoyage ethnique quand même. Il faut le dire, les mots le champ lexical qu'on utilise est important et je tiens à l'utiliser. Donc je me dis, il y a une initiative qui est importante qui est là et à côté de ça, on se retrouve au tribunal pour ce drapeau. Et il y a peut-être une volonté de quelque chose derrière, puisque on se fait réprimer. Enfin, moi, personnellement, il y a une perquisition chez moi, Amina, et qu'est-ce qui a été emmené? Un drapeau palestinien et le t-shirt que je porte actuellement. Okay. Est-ce que tu penses qu'il y a une criminalisation, justement, de ces voix qui portent la cause palestinienne? Je rêverais ne pas le penser. Je voudrais ne pas le penser. Je suis quelqu'un de très positif. Je suis quelqu'un de très, très, très optimiste dans ma vie de tous les jours, quel que soit le sujet. Je voudrais ne pas le penser. Mais les faits sont là. Quelque part, les faits sont là. Je veux dire, quand on perquisitionne ma maison et qu'on emmène et qu'on prend en photo un pins avec un cœur et un cessez-le-feu, je ne comprends pas, même qu'on ait tiqué dessus, en fait. Je ne comprends pas. Ou je ne veux pas comprendre. Je ne sais pas encore. Je suis encore trop fatiguée pour faire une analyse claire de la situation. Mais en l'état actuel des choses, la situation, je pense, est très grave. Vraiment. Et quand tu es sortie justement de ta garde à vue, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on t'a dit quelque chose? Est-ce que tu t'es dit c'est bon, c'est fini, je vais passer à autre chose? Est-ce qu'il y a une suite? Alors, je leur ai demandé, mon avocate était là, elle a insisté pour que ce soit elle a posé la question, je ne sais pas ce que ça veut dire, elle leur a dit c'est bien un classement 21. Alors j'ai cru comprendre que c'était parce que comme on a relevé mes empreintes, j'ai eu le test avec le coton-tige, j'ai eu les photos de face, de profil, de trois quarts, c'est très impressionnant, vraiment. Il me semble que ce classement signifie que on ne garde pas en mémoire toutes ces photos et ces empreintes, etc. Ils ont confirmé que oui, que c'était classé, qu'il n'y avait plus rien à redire sur l'histoire. Et en fait, en partant, je leur ai juste dit bravo, vous avez fait un super travail, visiblement, puisque cette dame a porté plainte mardi et je suis là devant vous jeudi matin. Et je dis, ça a dû être difficile pour vous, tout ce travail, et je vous félicite. Et je rêve qu'on soit tous égaux face à la loi. Ce serait génial qu'on puisse tous avoir le même traitement. C'est tout ce que je leur ai dit. Je leur ai dit vraiment... J'en rêve, quoi. Parce que tu as passé du coup le coup de fil lundi, c'est ça? Mardi. Ah donc oui, elle a mardi porté plainte directement mardi. Et ensuite, donc hier, jeudi, tu étais en garde à vue. 36 heures plus tard. Ouais. Oui, ça allait très vite et c'est très bien. Si ces menaces ont été proférées, c'est très bien. Il le faut, bien sûr. Et lors de la garde à vue, tu as dit justement qu'il y avait parfois, tu as eu le sentiment qu'on ne voulait pas respecter tous tes droits. Ne serait-ce, par exemple, avec l'appel pour ton avocate ou ce genre d'exemple. Pour te redécrire la situation, en fait, quand ils étaient à la maison, ils m'ont demandé si je voulais un avocat. J'ai bien sûr dit que oui, mais que je connaissais quelqu'un. Ils ont pris le numéro de téléphone et je sais j'étais allée chercher ma carte d'identité, ça m'est revenu après, et ils m'ont dit elle ne répond pas. Mais on a des commis d'office, ça sera très bien aussi. Et je dis non, moi innocemment, je dis non, j'ai un autre nom, est-ce que je peux avoir mon téléphone, on va appeler l'autre nom. Et en fait, il y en a une qui me donne le téléphone et l'autre qui me dit, vous savez, les commis d'office, ils sont très bien aussi. Et je dis oui, non, mais j'ai rien contre eux, mais voilà, j'ai deux noms, si c'est pas l'une, on va essayer l'autre. Donc je donne le numéro de l'autre et ils disent à mon mari, non, on a appelé une fois, vous appelez pas. On a appelé une fois, c'est bon, elle répond pas, on va prendre un commis d'office. Et mon mari, il s'est un petit peu énervé. Il leur a dit, mais pourquoi la loi dit qu'on appelle une fois et après c'est fini? Et ils lui ont dit oui. Ils lui ont dit oui, on appelle une seule personne et si elle répond pas, c'est le commis d'office. Et mon mari dit, bon, je peux, moi, essayer d'appeler. Et à ce moment-là, il y a une camarade du collectif qui appelle mon mari et qui lui dit, je viens d'avoir, parce que mon mari, entre-temps, l'avait prévenu, il dit, je viens d'avoir maître un tel, c'est bon, il nous faut juste le commissariat. Et sur ce moment-là, il y a divergence entre mon mari et moi sur nos souvenirs. Moi, j'ai le souvenir qu'on m'ait dit le 20e. Mon mari a le souvenir qu'on lui ait dit le 7e. Mais aucun de nous deux n'a le souvenir qu'on nous ait dit le 8e. D'accord. Okay. Quand on a débriefé, moi je lui dis, mais on est d'accord, t'as entendu 20e? Il me dit, écoute, je sais plus, parce qu'il y avait un brouhaha, en fait, à un moment donné, ils parlaient entre eux. Ouais. Moi, j'étais persuadée d'avoir entendu le 20e, vraiment.
Et je sais plus si c'était à ce moment-là ou après. Enfin voilà, moi, en tout cas, je suis sûre que j'ai entendu le 20e. Lui, il me dit 7e. Je dis bon, il y a un couac à un moment donné, je sais pas où il est. Et ensuite, on a eu de la chance que cette avocate réponde au téléphone et elle est arrivée au commissariat très vite. Merci beaucoup, Iman, pour ton témoignage. J'espère qu'en tout cas, tes enfants et toi allez passer justement au-dessus de cet événement et que ça ne t'empêchera pas de continuer justement tes engagements pour cette cause. Merci. Amina. Merci d'avoir suivi cet entretien d'actualité sur tnt.lemediatv.fr. Vous êtes déjà plus de 50 000 à avoir signé notre grande pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Continuez à la signer, à la partager. Aussi, c'est vous qui permettez l'existence d'une information libre et indépendante des forces politiques et de l'argent en soutenant notre antenne. Chaque don, chaque abonnement compte. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée sur le média. À bientôt.